Bonjour, nous recevons Nicolas Druz. Nicolas, bonjour. Vous êtes un personnage assez étonnant. Vous avez démarré votre carrière à Renault, véhicule industriel. Vous vendiez des trucks en Afrique et au Moyen-Orient. Vous avez dirigé le journal de la communauté chinoise en Europe, qui s'appelait Europe Journal. Vous avez été aussi président de Lanvin, de la marque Lanvin. Vous avez dirigé un labo de recherche contre le cancer en Californie. Et vous connaissez beaucoup de chefs d'État africains, le dernier en date étant le président Biya au Cameroun. Alors, tout ça évidemment sous l'égide d'un groupe auquel vous êtes lié, qui s'appelle United Daily News, qui est un groupe de presse taïwanais. Le lundi 25 mai 2020, encore une autre facette du personnage, vous organisez avec votre ami Amobé de France 24 une journée internationale de l'Afrique, One Show 2.0. One, ça veut dire Worldwide Afro Network. Expliquez-moi de quoi il s'agit. Eh bien, vous savez, on subit tous le virus. Et tous les soirs à 20h, on a un croque-mort habillé en costume sombre qui nous dit d'une voix d'outre-tombe le nombre de morts de la journée. Moi, je pense que ce n'est pas la réponse à la pandémie. La réponse à la pandémie, c'est la culture, c'est la musique, c'est le soleil, c'est la joie. Donc, comme l'Afrique n'avait pas jusqu'à présent parlé, et comme tout ce qu'elle a entendu de la part des institutions, c'est le directeur de l'OMS qui est venu dire qu'il allait y avoir des centaines de millions de morts, ou bien l'un des responsables de l'INSER dire qu'on allait utiliser les Africains comme cobayes, on a demandé aux chanteurs africains de se mobiliser et d'apporter un message au monde. Ce message au monde, c'est un message d'optimisme. Et puis c'est de dire, qui chante son mal, l'enchante. Le succès a été immédiat. Ça va être une journée, le lundi 25 mai, sur les réseaux sociaux, qui va s'achever par un grand concert de 2h30 avec des artistes comme Youssou N'Dour, Angélique Kidjo. Il y a combien d'artistes au total et comment les choses vont-elles s'organiser? Alors, il y en a presque 200, parce que ce qui s'est passé très, très vite, c'est que lorsque la rumeur s'est répandue, des gens nous ont appelés en disant « Mais attendez, vous n'allez pas limiter ça à l'Afrique, nous sommes afro-descendants. » C'est ainsi que des chanteurs du Brésil et même de l'Iran sont arrivés en disant « Il faut qu'on participe à cette émission. » Donc, on a maintenant à peu près 200 chanteurs, mais se sont ralliés aussi un certain nombre de grandes pointures qui ne sont pas afro-descendants, qui sont des amis de Worldwide Afro Network. Parce qu'au départ, on avait dit Worldwide Africa Network. Mais avec cette volonté des gens qui se revendiquent d'ascendance africaine, on est passé à Afro. Donc, on va avoir, ça doit être annoncé demain, mais je peux vous dire qu'il va y avoir des très, très grosses pointures, même des gens qui ont bercé notre jeunesse, à vous et à moi, qui sortent de la retraite pour soutenir cette idée. Alors, évidemment, il faut quand même rappeler que c'est un concert qui aura lieu sur les réseaux sociaux. C'est un concert virtuel, mais c'est difficile de faire autrement. Mais qu'avec le soutien de l'African Union Broadcasting et accessoirement de TBO, qui diffusera le concert également, vous allez toucher beaucoup de monde. Alors d'abord, sur TBO, on est extrêmement content de diffuser des Bretons qui sont champions du monde de Bagat, mais qui sont aussi antillais. Vous pensez bien qu'une chose pareille, le monde entier va les regarder. Je voulais vous dire que depuis samedi, on pensait déjà avoir plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Mais la plus grande union de télévision du monde, ABU, Asian Pacific Broadcasting Unions, nous a rejoint et est très, très actif. Or, leur bassin d'audience est de 3 milliards 200 millions. Ce qui n'est pas mal du tout. Dites-moi un peu l'état de l'Afrique en matière de pandémie. On a lu ces derniers jours que l'Afrique résistait plutôt mieux que prévu. Quelle est votre analyse? Vous avez connu en Afrique d'autres pandémies comme Ebola, mais plus circonscrites. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop optimiste sur le mal et la manière dont il se répand sur le continent noir? D'abord, je pense que nos autorités répondent extrêmement mal à la pandémie, puisqu'il y a des pays qui ne font pas du tout ce que nous faisons et qui ont de très très bons résultats. On va y venir, ça. Ce sera la question d'après. Bon.
En Afrique, si vous voulez, il semblerait, c'est bien conditionnel, que le virus supporte mal la chaleur et l'humidité. Donc, venir annoncer qu'il va y avoir des centaines de millions de morts en Afrique, ben, ça ne s'est pas passé comme ça. Il semble que, par chance, les conditions ne sont pas favorables au développement du virus. Mais maintenant, il faut être prudent. Et l'usage de la chloroquine, le professeur Raoult aurait donc raison? Alors, le professeur Raoult, peut-être qu'il a raison, mais surtout, on le traite très mal, parce que ce n'est pas la chloroquine, c'est l'hydroxychloroquine, c'est pas du tout la même molécule, mais surtout lui, il parle d'une bithérapie, c'est-à-dire qu'il mélange l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine, qui est un antibactérien pulmonaire. Or, les essais cliniques que l'on fait sont sur la chloroquine. Si on voulait saboter, on ne pourrait pas faire mieux. Alors, vous parliez des gouvernements qui réussissent mieux que d'autres. L'un de ceux qui est cité en exemple, vous le connaissez très bien, c'est le gouvernement taïwanais. La présidente Tsai Ing-wen est citée en exemple, ce qui agace d'ailleurs beaucoup les Chinois de Chine populaire, parce qu'elle contrecarre leur diplomatie d'influence, alors que eux, finalement, c'est quand même pas une réussite, la lutte contre le coronavirus. Alors, je vais juste dire une chose. Les trois pays en Europe qui ont les plus mauvais résultats, c'est l'Italie, la France et l'Espagne, c'est-à-dire ceux qui ont appliqué un confinement sévère. Donc, il faut se poser des questions. Taïwan, évidemment, c'est une puce par rapport à l'éléphant chinois, et ils ont eu, je crois, 7 ou 8 morts depuis le développement de la pandémie. Mais c'est l'inverse de ce qu'on fait, politique de tests massive, mais pas de confinement. Voilà. Pas de confinement, et en revanche, tous ceux qui sont infectés, on les traite immédiatement. D'abord, on fait un traitement tout de suite, parce que le gros problème de cette maladie, c'est lorsque, d'un seul coup, le système immunitaire s'emballe. Donc, il faut essayer de traiter avant. C'est un peu ce que dit le professeur Raoult. Donc là, ce traitement-là, il semble marcher, puisqu'à Singapour, ça va très, très bien. Donc, en Nouvelle-Zélande, ça va très bien. Donc, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse et qu'on s'aperçoive que notre politique de santé n'est pas la bonne. Il y a eu une prise de bec entre le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, et l'ambassadeur de Chine en France. Et puis, comme par hasard, l'affaire des frégates de Taïwan ressort sous la plume de Mediapart. Vous avez bien suivi cette affaire. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Est-ce qu'il y a une tension particulière entre Paris et Pékin en ce moment? Le problème, il est très ancien. Le général de Gaulle a reconnu la Chine. C'était un mouvement tout à fait naturel et normal. Le problème, c'est que depuis, les gens qui l'ont suivi considèrent que la Chine, c'est une sorte de sacro-saint territoire, et on raconte même qu'elle leur s'est dit qu'on est en situation d'intimité avec la Chine. Or moi, même quand la Chine et la France étaient les seuls à faire des essais nucléaires à l'air libre, la Chine ne nous soutenait pas. Je pense qu'on passe son temps à se coucher devant la Chine, ce qui est inefficace, puisque le seul moment où nous avons réussi à augmenter un petit peu nos ventes vis-à-vis de la Chine, c'est lorsque nous avons vendu les Mirages. De toute façon, le marché chinois n'existe pas, puisque nous avons 70 milliards au moins de déficit avec la Chine, et que dans les bonnes années, on représente 1,5% du marché chinois. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. On est les seuls qui plions devant les Chinois quand le Dalai Lama vient. Je ne sais pas, moi, il va voir Mme Merkel, il a rencontré Obama. Pourquoi on se conduit comme ça? Eh bien, il y a une forme de... Vous savez, quand on va à l'Assemblée nationale, il y a le portrait d'Aristide Briand, qui est un ministre des Affaires étrangères très, très connu et très ancien. Et un jour qu'on lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez de la Chine ?» Il avait répondu « Oh, c'est grand la Chine, et c'est loin. » Et je pense que ça continue à imprégner la politique étrangère française. On ne comprend rien à la Chine. Alors, il y a beaucoup de mystères, effectivement, sur la Chine. Le laboratoire, le P4, là, le fameux P4 de Wuhan, c'est quelque chose de potentiellement explosif, ou bien il y a beaucoup d'intox de part et d'autre. Les Américains dénoncent ce qui s'y serait passé. Vous croyez à une intention, quelque chose d'intentionnel en matière de guerre bactériologique? Mais les Chinois disent que ce sont les Américains qui ont introduit le virus sur leur territoire. Ça, c'est leur défense. Alors, la première des choses, lorsqu'on va visiter un laboratoire P4, c'est l'extraordinaire manque de précaution. C'est-à-dire que pratiquement tout le monde peut, contrairement à ce qu'on raconte,
pénétrer là-dedans. Et à l'intérieur, il y a des protocoles extrêmement précis, extrêmement sérieux. Mais une invasion extérieure, elle est très facile. Si vous allez visiter le laboratoire, enfin non, je préfère ne pas parler de l'endroit où se trouve le laboratoire P4 en France, mais ça pourrait donner mauvaise idée. Enfin, c'est étonnant. Alors, ce laboratoire P4 en Chine, est-ce qu'ils ont, comme on le dit, manipulé le virus pour l'injecter à l'intérieur, une sorte de génome du VIH pour lutter contre? Moi, je ne crois pas qu'on est capable de le faire. C'est trop machiavélique. Non, mais c'est surtout techniquement pratiquement impossible. À un moment, le monde entier disait qu'on clonait les choses comme ça, mais ça a disparu. Autre question plus concrète. Il y a eu une polémique avec Sanofi qui, semble-t-il, voulait réserver ses vaccins aux Américains, mais c'est vrai que Sanofi est devenue une entreprise américaine. Est-ce que vous y croyez, vous, à la relocalisation industrielle que vante le ministre de l'économie Bruno Le Maire? Moi, j'y crois pas au niveau français. Mais si les Européens, enfin, décidaient de s'unir... Vous savez, on a fait la CECA, l'Euratom, on a fait aussi Airbus, donc sur certains domaines très stratégiques. Si l'Europe voulait se mettre d'accord, là, on aurait le poids, à la fois financier, économique, technologique, pour le faire. Uniquement la France ou l'Allemagne ou l'Italie ou quoi que ce soit, c'est pas possible. On est à l'heure des États continents. Il faut se rendre compte qu'il faut faire l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous pose une dernière question, puisqu'on a démarré cette émission sur ce concert en Afrique, auquel on est très heureux de participer. On voit quand même la fin des dinosaures africains, notamment en Afrique de l'Ouest, mais la France est enlisée au Sahel, dans une guerre sans fin. Est-ce que vous croyez qu'on va continuer à peser autant qu'on l'a fait par le passé dans ce champ clos des luttes d'influence maintenant mondiales qu'est l'Afrique ? Alors, les Américains avaient cru qu'ils pouvaient remplacer les Français, n'ont pas réussi. Les Indiens ont tenté, les Chinois ont tenté, mais maintenant il y a un mouvement de rejet des Chinois qui est extrêmement violent. Entre la France et l'Afrique, il y a un très très long passé, bien sûr, il y a l'aspect colonial, il y a tous les défauts, tout ce qu'on a raconté. N'empêche que ça fait maintenant presque 100 ans qu'on partage la même langue, qu'on partage des valeurs, qu'on le veuille ou non. Quelqu'un qui se trouve à Casablanca ou à Abidjan, il connaît l'histoire de France. Et nous connaissons aussi, beaucoup moins bien, mais un peu, l'histoire africaine. Donc il y a une communauté. Moi, j'espère qu'un jour, ce qui va se créer, c'est leur Afrique. Ça, ce serait quelque chose qui aurait du sens. Je ne pense pas que ce sera si facile de mettre dehors les Français, à moins que les Français soient capables de se mettre dehors tout seuls. Parce que quand même, ils font beaucoup de bêtises. Merci Nicolas de terminer sur cette note d'espoir pour l'Afrique et la France. Et on se retrouve lundi 25 mai pour ce grand concert qui sera diffusé sur TBO, ce grand concert de l'Afrique et des Africains. À très vite.